Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition du 15h. Donc voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le chef de l'État a reçu ce matin une délégation de l'IGAD conduite par le secrétaire exécutif de l'IGAD à Djibouti, M. Mahboub Ma'alin. Actualité internationale, attaque au Burkina Faso qui s'est soldée par des morts. Et autre titre dans ce journal, le co-directeur du journal L'Aurore vient d'être inculpé par le parquet. L'Aurore a publié la photo d'une jeune fille décédée lors des événements de Boldoro et qui se trouvait à l'hôpital. Les parents ont porté plainte. Le procureur de la République, M. Mekou Omar, est l'invité de cette édition. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour, madame. Nous y reviendrons tout à l'heure avec ce sujet. Et nous démarrons notre journal par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui a reçu ce matin au palais présidentiel une délégation de l'IGAD conduite par monsieur Mahboub Ma'alin. L'entretien est essentiellement porté sur les missions de l'IGAD et le moyen de le renforcer. Cette rencontre du chef de l'État avec le chef de l'État s'inscrit dans le cadre du 30e anniversaire de l'IGAD. Le groupement a été créé en 1986 par le chef d'État et de gouvernement des États membres sous le nom d'Autorité intergouvernementale sur la sécheresse et le développement en réponse aux nombreuses catastrophes climatiques. Ces moyens d'action sont la promotion de la sécurité des approvisionnements en nourriture, la gestion de l'environnement ainsi que le développement du commerce intra-régional et des infrastructures. Elle est surtout engagée dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Elle tente de créer des mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits entre les États et à l'intérieur des États par le dialogue. Le secrétaire exécutif, M. Mahboub Ma'alin, dans une réaction faite à notre collègue Hamza, exprimer l'immense plaisir de rencontrer le chef de l'État à l'occasion du 30e anniversaire de cette institution. Nous sommes, a-t-il dit, venus saluer le chef de l'État pour ses actions remarquables en faveur de la Somalie et pour la préservation de la paix dans la région. Puis le président de la République a reçu toujours au palais présidentiel le ministre éthiopien en charge des douanes. L'Éthiopie assure plus de 85% de ses imports-exports via la République de Djibouti et ses diverses infrastructures routières, aéroportuaires et ferroviaires qui se multiplient et se renforcent. L'entretien a vu la participation du ministre du Budget, Bode Ahmed Roble, du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, et du président des autorités et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, ainsi que la conseillère du président de la République. Dans une réaction faite à cette occasion, le ministre a rappelé la relation longue date et la longue relation qui existe entre la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Et comme je vous l'annonçais dans le titre, à mes côtés, Maki Abdelkader, procureur de la République de Djibouti. Bonjour, monsieur le procureur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette édition. Voilà, vous êtes là aujourd'hui pour nous éclairer, monsieur le procureur, sur l'affaire de l'Aurore, le journal L'Aurore, du nom de la revue mensuelle du mouvement de l'opposition. Le co-directeur de la publication de cet organe de presse a été interpellé suite à la diffusion de la photographie d'une fillette décédée lors des événements de Boldoro le 21 décembre dernier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces sujets, monsieur le procureur? Alors, je vous remercie, madame, notamment de me permettre de profiter de ma présence sur ce plateau pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Djiboutiens. Et je voudrais aussi dire ma compassion aux familles des victimes de cette terrible catastrophe qui vient d'avoir lieu à Ouagadougou, vous l'avez annoncé tout à l'heure. Alors, pour commencer, je me dois de préciser avant tout que s'agissant de poursuivre les auteurs d'infractions qualifiées délit de presse, il est primordial de communiquer, d'informer le public. Et le public doit être informé sur la règle applicable et il doit être informé sur les conséquences des violations de ces règles-là. Voilà. C'est véritablement ça qui est le plus important. Plus important que la démonstration de culpabilité pour lesquelles il y a un endroit indiqué et c'est le prétoire. J'y donne d'ailleurs rendez-vous à la défense et à ses contenteurs. Pour ce qui concerne les faits, il s'agit de la diffusion dans l'organe de presse que vous avez cité, l'Aurore, c'est un mensuel, de la diffusion de la photographie du corps sans vie d'un enfant de 7 ans. Un enfant qui a perdu la vie le 21 décembre dernier, à l'occasion des événements que vous connaissez.
et un enfant qui a perdu la vie dans les circonstances qui sont aujourd'hui déterminées dans le cadre d'une instruction préliminaire en cours. Cet enfant a été atteint par un projectile alors qu'il se trouvait dans la hutte en compagnie de ses parents et de ses frères et sœurs atteints à la tête. Voilà. Et c'est une image, donc cette photographie qui a été exploitée dans ce journal-là et diffusée dans ce journal-là est une image choquante, n'est-ce pas? Et c'est une image dont moi je choisis d'épargner le visionnage aux téléspectateurs. Nous avons le journal ici. C'est une image qui est l'archétype même de la production pour lequel la loi entend contre lequel la loi entend protéger le public, notamment par la prescription de l'article 4 de la loi du 15 septembre 1992, l'article 4 qui dit, je vais vous le citer cet article, « La liberté de communication ne doit pas porter atteinte à la paix sociale et à la dignité de la personne humaine, ni troubler l'ordre public. Elle ne doit comporter aucune insertion ou information contraire à la morale islamique ou susceptible de faire l'apologie du racisme, du tribalisme, de la trahison ou du fanatisme. Cette insertion violente, une insertion macabre, porte atteinte à la dignité de l'enfant et de ses parents. Elle trouble l'ordre public. Elle est surtout contraire à la morale islamique. » Voilà. Et l'autre élément, et non de moindre, c'est les conditions dans lesquelles cette photographie semble acquise. C'est une photographie volée. Elle a été réalisée entre le moment où l'enfant a été admis à la morgue de l'hôpital général Pelletier pour les examens médico-légaux et les instants qui ont précédé son inhumation. Elle a été réalisée hors la volonté ou en dehors de consentement des personnes qui sont en droit de l'autoriser, les parents, vous l'avez dit. Donc c'est une photographie qui est volée, c'est une photographie qui est recélée par l'usage qui en a été fait dans les médias, les réseaux sociaux, comme on a coutume de les appeler, et comme je vous l'ai dit, elle a été faite en dehors de l'autorisation des parents. Or, la loi, elle est claire. Tout organe qui se propose de faire une publication d'une photographie doit s'assurer d'avoir l'autorisation ou obtenir l'autorisation de la personne concernée. Bien sûr. Et les parents n'ont jamais autorisé la publication de la photographie post-mortem de leur enfant. Ils portent aujourd'hui d'ailleurs plainte. Ils n'ont jamais vu, fort heureusement, cette photographie, si ce n'est la connaissance qu'ils ont eue de son utilisation frauduleuse par les personnes qui l'ont faite. Donc, monsieur le procureur, il y a une question qui se pose. C'est celle du droit de l'information du public. Comment concilie-t-on ces deux principes? Alors, la loi est claire. La loi est claire parce que l'article 4 de cette loi, mais aussi d'autres dispositions qui établissent le principe de la liberté, du droit à l'information du public, limite les conditions dans lesquelles peut s'exercer cette liberté-là. Et aussi prévoit les sanctions applicables le cas échéant. Alors, cet article-là, je viens de le citer d'ailleurs, mais dans notre cas d'espèce, la publication qui a été faite de cette photo dans les conditions que je viens de vous citer, elle est dépourvue de tout objectif d'information du public. Elle en est dépourvue d'autant plus lorsqu'on est en connaissance de ce que le public est largement en connaissance et de la survenance du décès de cet enfant et des conditions dans lesquelles ce décès est intervenu. Le public le sait, je vous renvoie pour ça aux communications, notamment celle du 31 décembre dernier que notre parquet a fait. Nous avons communiqué dans le sens de dire que les faits qui se sont passés sont les suivants et la juridiction d'instruction est désormais en charge de cette affaire-là. Alors, c'est encore un rappel, c'est une photographie volée, c'est une photographie recélée et elle finit par être diffusée dans cet organe, dans le journal qui est proposé à la vente sur la place publique de Djibouti. Il est mentionné un directeur de publication et un co-directeur de publication, monsieur le procureur, dans ce journal. Seul le second a été déféré au parquet ce matin. Y a-t-il explication à cela? C'est exact. C'est une réalité, oui. Cette réalité tient compte de ce que l'article 16 de la loi sur la communication oblige le directeur de publication d'un organe de presse qui jouit d'une immunité à nommer un co-directeur. Et c'est cet article-là, le jeu de cet article, qui permet de poursuivre
ces derniers, le co-directeur, sans attendre, sans dépendre des aléas que présente la demande de levée de l'immunité parlementaire. Mais vous avez raison de poser la question. Il ne sera pas fait d'impasse sur le cas du directeur de publication de cet organe, parce que je vous informe tout de suite que la demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Aden Mohamed Abdou, puisqu'il s'agit de lui, est déjà traitée et puis a été transmise à l'autorité compétente. Donc pour finir, monsieur le procureur, des critiques, notamment celles des organisations comme la FIDH, disent s'inquiéter de ces poursuites et menacent même de saisir les instances internationales. Qu'en pensez-vous, monsieur Maki? Je n'ai pas l'habitude de commenter, de répliquer aux commentaires que suscitent nos actions, les actions de notre parquet, mais je dois quand même dire que sur cette affaire-là, d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour le principe même de la protection, de la promotion des droits de l'homme et des organes qui en ont la charge. Mais il faut constater dans notre affaire, pas que celle-ci d'ailleurs, que les hommes qui les animent pour l'heure, à l'heure actuelle, ils semblent être dotés d'autres intentions. Je fais simplement le constat de ce que, vous voyez, et je vais tenter une comparaison. Le 15 septembre dernier, à la suite du 15 septembre, lorsqu'il était question d'un débat sur la question de savoir si les journaux en Europe ont bien fait ou pas de publier la photo, du petit garçon syrien qui avait échoué, dont le corps avait échoué sur les plages, nous avons entendu le président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme dire qu'il ne faut pas montrer ces photos. Il disait en substance, de mémoire, si je ne fais pas d'erreur, il disait il faut respecter la dignité humaine, y compris pour les victimes de la grave crise syrienne. Ces photographies sont choquantes car il s'agit quand même d'un enfant. Il n'est pas nécessaire de troubler ou de choquer la sensibilité humaine, qu'il disait. Alors, est-ce qu'il y aurait une sensibilité humaine à Paris ou à Berlin qu'il y a lieu de ne pas choquer, et une autre africaine dont on ferait peu de cas? C'est une question que je pose. On est tenté de dire encore 2 poids 2 mesures, les droits de l'homme. Je vous laisse répondre à cette question si vous le souhaitez. Merci beaucoup, monsieur Maki Abdelkader, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Et nous continuons bien sûr dans notre édition du 15h. Autre actualité, c'est la Chine populaire qui a remis ce matin un don de véhicules scanner à la République de Djibouti. Ce don a été remis par l'ambassade de Chine populaire au ministre du Budget et destiné au service des douanes. Les 2 scanners mobiles qui sont destinés au service des douanes faciliteront le travail des douaniers et vont accroître sensiblement la cadence de leur travail au quotidien. La cérémonie de remise s'est déroulée à Doralé, au siège de la East African Holding, en présence du ministre du Budget, Bod Ahmed Roble, et des responsables de l'ambassade de Chine populaire. À cette occasion, le document a été signé entre les 2 parties. La cérémonie au cours de laquelle le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine populaire a déclaré que son pays sera aux côtés de la République de Djibouti pour appuyer les efforts du gouvernement dans le développement de notre République. Nous permet de renouveler l'attachement de la Chine à appuyer les efforts du gouvernement djiboutien pour le développement de son pays dans tous les domaines. La Chine voudrait toujours partager ses expériences avec Djibouti et lui accorder des soutiens matériels. Le secteur portuaire apporte une contribution importante à la croissance de l'économie djiboutienne. Nous espérons que ces 2 scanners mobiles aideront Djibouti non seulement à sécuriser ses frontières, mais également
à accroître ses recettes douanières. Je vous propose d'écouter à présent les explications du ministre du Budget, M. Bouder Roblé. Cette action fort appréciable de la part de notre principal partenaire économique vient de démontrer encore une fois l'intérêt majeur que cesse de porter la Chine au développement de notre pays. Les grands projets d'infrastructure, ports, chemins de fer, adduction d'eau, autoroutes en cours d'exécution sont une illustration parlante. Aujourd'hui, la livraison de ces équipements de contrôle et d'inspection fort utiles dans le trafic international et pour la circulation sécurisée des biens sur notre territoire vient à un point nommé pour renforcer la sécurité de notre pays et de nos infrastructures portières à l'heure où l'insécurité et les trafics illicites constituent une menace permanente pour les nations. De par sa fonction stratégique aux frontières et ses prérogatives, les services des douanes participent activement à ces combats contre la circulation des produits de contrefaçon et des produits nocifs, et de par leur fonction de contrôle, ils ont pour mission de protéger la société djiboutienne de l'afflux de marchandises qui pourraient compromettre la santé et la sécurité des consommateurs, tels que des faux médicaments qui ne contiennent aucun principe actif ou des produits prohibés ou déclarés dangereux. Ces contrôles sont une priorité pour la douane, au même titre que la lutte contre la fraude commerciale traditionnelle et la fraude fiscale. Pour ce faire, il est indispensable de doter notre administration douanière d'outils de contrôle modernes et efficaces. Et ces deux scanners vont contribuer, sans aucun doute, au renforcement de nos capacités de contrôle du trafic commercial. Et aujourd'hui, nous devons mobiliser et conjuguer les efforts des services portières, des contrôleurs douaniers et des agents de postes frontaliers pour contrôler et dissuader les trafics illicites et préserver un trafic sécurisé conformément aux règles internationales. L'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD a donc célébré ce matin ce 30e anniversaire d'existence en tant qu'organisateur régional destiné à résoudre les problèmes de la sécheresse et les effets de la désertification dans la Corne de l'Afrique. Et pour commémorer cet anniversaire, une table ronde a été organisée au sein de l'Institut d'études diplomatiques en présence de 3 anciens secrétaires exécutifs. Cette rencontre a permis aux participants de partager leurs expériences et leurs points de vue sur les perspectives et les défis en matière de paix, de sécurité, de développement économique et d'intégration régionale dans la région de l'IGAD. Lors de ces assises, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, le ministre délégué à la coopération, Ahmed Ali Silaï, la ministre de la promotion de la femme, Hassan Barkhat Daoud, ainsi que le ministre de l'Habitat, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, ont assisté à la célébration de 30 années d'existence de l'IGAD. Une minute de silence a été observée également dans cette table ronde pour les soldats kenyans de la MISOM tués hier en Somalie. Je vous propose à présent d'écouter le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf. Mesdames et messieurs, notre organisation l'IGAD reste le cadre nécessaire que les pays de la région doivent promouvoir afin de parvenir à l'intégration économique, sociale et culturelle escomptée. Un espace de partage, de développement, de promotion de valeurs de paix, de démocratie et de liberté digne de ce nom. L'IGAD peut et doit y parvenir parce qu'il n'y a pas à ce stade une autre alternative. Une région de la Corne de l'Afrique apaisée, intégrée et prospère. Telles ont été les ambitions des pères fondateurs de notre organisation. Telles sont toujours les volontés qui animent les dirigeants de notre région d'aujourd'hui. J'aimerais à ce stade attirer l'attention de notre audience ici présente que la transformation rapide de l'IGAD est une nécessité.
Notre organisation vit des moments difficiles. Nous sommes à la traîne, il faut le reconnaître. L'IGAD n'a pas beaucoup de résultats en matière de développement économique et d'intégration. L'IGAD doit transformer son secrétariat. L'IGAD doit renforcer ses capacités. L'IGAD doit pouvoir se donner les moyens de ses ambitions. À ce jour, je crois que les résultats sur ce volet-là sont mitigés, même si en matière de paix et de sécurité, l'IGAD a fait de grandes choses. J'ai cité tout à l'heure l'accord de paix au Sud-Soudan et entre le Soudan. Le gouvernement intérimaire de Somalie, les deux gouvernements de 2000 et 2004, et les efforts qui continuent à être déployés par les dirigeants de l'IGAD pour rendre la stabilité au Sud-Soudan. Cependant, tous les programmes d'intégration économique restent toujours en suspens. Il est essentiel et important que notre organisation puisse maintenant faire la transformation et le travail d'introspection nécessaire afin d'aller de l'avant avec cet agenda. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé, Dr Qasim Sarr Ousmane, a reçu dans son bureau l'association des pharmacies de Djibouti pour discuter de l'adoption d'un code des médicaments qui réglemente l'acquisition de tous les médicaments ainsi que la mise en place de la procédure d'enregistrement des médicaments au niveau national. En effet, l'objectif de cette réunion rentre dans le cadre de la mise en place d'un cadre de concertation des principaux intéressés de ce code des médicaments, à savoir les autorités réglementaires, les représentants des pharmacies et le ministère de la Santé. Le but recherché est que la République de Djibouti se dote d'un code des médicaments pour permettre aux investisseurs étrangers d'être informés de la réglementation applicable dans le pays, mais également pour permettre au ministère de la Santé d'assurer son rôle de tutelle correctement et d'avoir une coordination avec toutes les pharmacies de la place publique sur le respect et l'application de ce code de médicaments, en y ajoutant l'enregistrement de ces médicaments. Était présent donc à cette réunion avec le ministre, le doyen des pharmacies, Dr Saïd Omar Dankeli, le président de l'association des pharmaciens, Dr Saad Farah. Actualité à l'étranger maintenant, africaine pour commencer. Je vous l'annonçais dans les titres. Au Burkina Faso, des prises d'otages ont eu lieu dans 2 hôtels de la capitale Ouagadougou, ce qui a contraint les forces de l'ordre à donner les assauts. Ces actions ont été revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI et le nombre de victimes risque encore d'être élevé. Commentaire. Le premier assaut mené contre l'hôtel Les Splendides a causé la mort d'une vingtaine de personnes et 33 autres ont été blessés, a indiqué le ministre de l'Intérieur Simon Kampaoré. La seconde intervention des forces de sécurité contre les seconds hôtels a été quelque peu repoussée en raison du nombre de victimes. Hier soir, un commando armé a mené une attaque sanglante au centre de Ouagadougou, ciblant des hôtels et restaurants. L'attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique, qu'il a attribué au groupuscule djihadiste Al-Mourabitoun de Mokhtar Ben Mokhtar. Selon le ministre burkinabé de l'Intérieur, un assaut est toujours en cours sur l'hôtel Yibi, ce qui risque d'augmenter le nombre de morts et de blessés. Et en Syrie, l'ONU enquête sur les crimes de guerre perpétrés à Madaya et qui consistent à affamer les populations. L'entrée de l'aide humanitaire a permis de découvrir l'ampleur des atrocités, la détresse et l'état physique des résidents affamés. Commentaire également. 2 jours après qu'un convoi d'aide humanitaire ait atteint la ville syrienne assiégée de Madaya, où des milliers de personnes ont été piégées pendant 7 mois, entraînant des morts par manque de nourriture, les Nations Unies ont indiqué qu'ils vont lancer une enquête pour crimes de guerre. Pendant des mois, les forces loyales au président syrien Bachar al-Assad, y compris des miliciens du Hezbollah libanais, ont interdit l'entrée de nourriture et des médicaments, imposant un blocus total à quelques 42 000 personnes assiégées et affamées. Les médecins ont décrit une situation humanitaire dramatique où les gens ont été contraints de manger les animaux de compagnie et de feuilles d'herbe. Les représentants des Nations Unies ont décrit des récits horribles observés sur le terrain. Ils ont vu des enfants souffrant de très sévères malnutrition avec des yeux
sortant de leur orbite, des personnes malades et faibles n'ayant sur le corps que la chair de leur peau, y compris des enfants. C'est sur ces images atroces qu'on se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais restez avec nous, bougez pas. Une minute de la pub et c'est fait de SPC pour le focus de ce début d'après-midi. L'ONEAD informe ses abonnés que les factures de consommation d'eau du mois de novembre et de décembre sont disponibles dans les agences commerciales du boulevard de la République, de Balbala et dans les régions. Les abonnés sont tenus de régler leurs factures dans un délai de 30 jours. Au-delà du 31 janvier 2016, une campagne de coupure systématique sera mise en place. Enregistrez votre numéro de portable au guichet pour recevoir votre facture par SMS. Préparez-vous à rire. Canal+ lance le Parlement du Rire, sa toute première émission humoristique 100% africaine. À l'affiche, Maman et ses 3 vice-présidents invitent le meilleur de l'humour africain. Au programme, des parlementaires et un public déchaîné. Et surtout du rire et encore du rire. Je compte sur vous pour faire exploser l'applaudissement. Et ce n'est pas tout. Découvrez une programmation hilarante avec de l'action tournée en dérision sur Canal+. La nouvelle série Ton pied mon pied sur Nollywood TV. L'excellence du stand-up sur A+, et les meilleurs talk shows sur BET. Ce mois-ci, on est tous unis pour le meilleur et pour le rire avec les bouquets Canal+. Et même le prix du décodeur à 5000 francs vous donne le sourire. Et la parabole est offerte. Pour une croissance saine de vos enfants, choisissez le lait Modilac, enrichi aux vitamines et en fer. Vous êtes étudiant. Vous possédez une ligne fixe sans Internet. Djibouti Télécom a la solution pour vous. Pour tout achat d'un abonnement Internet étudiant de 1 méga, Djibouti Télécom vous offre le modem ainsi que les frais d'installation. Et profitez ainsi de nos offres spéciales étudiants avec un forfait 6 mois à 19 950 francs. Le forfait pour une année complète à 35 700 francs. Offre d'installation gratuite valable jusqu'au 31 janvier. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. Bien avant que tu ne naisses, j'en savais déjà beaucoup sur toi. Tout ce que je fais pour toi, c'est par amour. Et je veux te donner ce qu'il y a de meilleur. Aujourd'hui, si tu pleures pour ton premier jour d'école, je risque de pleurer encore plus. Nouveau Nido Fortigro, une combinaison unique de vitamines, minéraux et protéines de qualité qui aide vos enfants à grandir et réussir. Ayez confiance en vous. Nido, votre amour, leur futur. Pour célébrer la nouvelle année 2016, le groupe Abou Ahmed a le plaisir d'annoncer à ses clients des réductions sur l'ensemble de la gamme complète d'appareils électroménagers à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 janvier 2016.
Nous revoilà ensemble pour la suite de cette édition et pour le focus. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mademoiselle Ferdouz Hussein. Un plaisir tout pour moi. Bienvenue Ferdouz, bonjour. Et nous allons parler de l'attaque à Ouagadougou qui s'est terminée, Ferdouz, et que l'AQMI l'a revendiquée. Tout à fait, Choukri. L'attaque de ce matin à Ouagadougou, Burkina Faso, l'assaut des forces spéciales, s'était poursuivi ce matin dans l'hôtel Splendide. Des hommes armés se sont retranchés depuis plusieurs heures dans l'établissement fréquenté par des Occidentaux. Un bilan provisoire fait état de moins 20 morts. La situation à l'heure actuelle reste floue. On sait que 30 personnes, dont un ministre burkinabé, ont pu sortir saines et sauves et 33 autres évacués. Mais il y aurait encore des otages vers 2 heures du matin et mené avec l'appui des militaires français. Les soldats progressent lentement. Ils font face à 3 ou 4 hommes armés déterminés, membres du groupe lié au Maghreb islamique, qui a revendiqué cette attaque. Comme tu le disais, les assaillants pourraient être retranchés. Certains disaient qu'ils étaient à l'étage parce qu'ils avaient entendu des coups de feu. Le Splendide, un établissement de luxe, accueille régulièrement des hommes des agences onusiennes et des militaires français en mission dans le cadre de la lutte contre les djihadistes menés dans le Sahel. Cette attaque rappelle celle qui avait visé en novembre dernier l'hôtel de Bamako au Mali. Deuxième sujet, nous allons parler d'élections au Taïwan. Une fois pour devenir la nouvelle présidente de cette île. Tout à fait, l'élection présidentielle et législative à Taïwan. Ce matin, les 18 millions d'électeurs taïwanais étaient appelés à désigner le successeur de Meng Wanzhou, le président sortant. Un nationaliste historique au pouvoir depuis 8 ans, mais ne peut pas se représenter. C'est donc son dauphin Eric Chu, l'actuel maire de Taipei, la capitale de l'île, qui concourait à sa place. Mais ce dernier est donné perdant, selon les derniers sondages, un revers annoncé qui inquiète déjà la Chine, qui considère toujours l'île de Taïwan comme faisant partie de son territoire. Choukri. Tous les regards sont tournés vers cette femme, Tsai Ing-wen, pourrait être la révélation de ce scrutin. À 59 ans, elle dirige le principal parti d'opposition et pourrait devenir la nouvelle présidente du pays. La candidate s'est montrée beaucoup plus méfiante vis-à-vis de Pékin et pourrait surtout profiter du mécontentement des Taïwanais touchés par la stagnation économique de l'île. L'élection de Tsai Ing-wen, elle se confirme, pourrait entraîner une dégradation des relations bilatérales avec la Chine notamment. Et merci beaucoup pour ce focus, Ferdouz Hussein, focus que tu nous as préparé. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télé Djibouti. Je remercie également toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont réalisé ce bulletin d'information. À très vite. Passez des bons moments sur Télé Djibouti. Bye bye.